Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Je pense que je peux faire sans musique. Et il me revient donc de vous présenter tout d'abord ce qu'est le Haut Conseil pour le climat, puis d'expliquer où nous en sommes dans la trajectoire de la France pour la neutralité carbone, de revenir sur les enjeux du changement climatique, puis tout particulièrement, bien sûr, sur les enjeux de l'eau. J'avais préparé quelques diapos, mais trop tard, et donc elles vous seront transmises après cette session. Laissez-moi tout d'abord vous expliquer ce qu'est le Haut Conseil. Nous sommes une autorité indépendante, neutre, qui évalue l'action de la France en matière de changement climatique, qu'il s'agisse de la stratégie nationale bas carbone, de l'adaptation au changement climatique qui fait l'objet d'un plan, et aussi des impacts socio-économiques. Donc nous mettons en perspective l'action de la France par rapport à celle d'autres pays et nous faisons des recommandations auxquelles le gouvernement doit répondre dans les 6 mois et ces recommandations peuvent être examinées également par le Parlement. Donc tout d'abord, quelques constats sur les évolutions de la France vers la neutralité carbone. Nous avons des résultats encourageants en termes de baisse des émissions brutes. Mais néanmoins, le second budget carbone, tel qu'il avait été fixé sur la période 2019-2022, ne sera vraisemblablement pas tenu. Il est vrai que les émissions brutes, comme je le disais, ont baissé plus que prévu. Cela dégage une marge de 100 millions de tonnes d'équivalent CO2. Mais nous observons un effondrement du puits de carbone des forêts. Il y a eu une mortalité des forêts qui a pratiquement doublé au cours des 10 dernières années sous l'effet des chocs climatiques. Ce sont des dépérissements. Et cet effondrement du puits de carbone forestier, fragilisé par le changement climatique, entraîne un dépassement du budget net de la France. En fait, c'est ce qui compte pour le climat, c'est la somme des émissions et des absorptions, qui dégage un excès net de 15 millions de tonnes d'équivalent CO2. Alors, ça n'est pas non plus une catastrophe, c'est un excès assez faible au regard du total, plus 0,7%. Mais cela souligne ce que nous disons depuis plusieurs années, il faut accélérer la baisse des émissions d'ici à 2030 et il faut restaurer le puits de carbone des forêts et des sols pour atteindre nos objectifs. Le second point, c'est que le cadre d'action publique évolue positivement. On a eu une mise en place, vous le savez, de la planification écologique. Nous considérons que c'est un facteur de stabilité, de prévisibilité pour les acteurs, notamment les acteurs économiques que vous êtes. Néanmoins, l'élaboration des dispositions législatives prend beaucoup de retard. On a 3 textes majeurs, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie et également le plan national d'adaptation au changement climatique dans sa 3e version. Les consultations ont eu lieu, mais les textes ne sont pas vraiment connus et il y a donc un certain retard qui s'accumule pour des raisons que vous pouvez comprendre aussi vu le contexte politique. Donc, un autre facteur important pour atteindre les objectifs, c'est d'avoir des financements pluriannuels. Ces financements pluriannuels, ça donne également de la lisibilité, ça donne une direction, ça permet de comprendre que ça n'est pas un feu de paille, l'atteinte de la neutralité carbone, ça va se poursuivre pendant plusieurs décennies. Enfin, nous observons que pour le moment, l'adaptation et les enjeux de transition juste ne sont pas assez intégrés dans les politiques publiques, ce qui veut dire qu'il y a des acteurs qui sont un peu laissés de côté, et que ça peut, à terme, créer un blocage de cette transition. Alors, je suis aujourd'hui avec vous dans ce colloque consacré à l'industrie, et je voudrais dire que l'industrie figure plutôt bien dans ce bilan. En réalité, on peut dire que les plans de l'industrie pour 2030, en termes de décarbonation, sont plutôt crédibles. Ça n'est pas du tout le cas pour tous les secteurs. Donc, un secteur dans lequel il y a eu une action publique, un engagement des acteurs privés qui est très loin d'être négligeable et qui donne des résultats. Voilà, donc pour résumer, le cap vers la neutralité carbone, c'est 60 à 70 milliards d'investissements annuels supplémentaires. C'est aussi la réduction des subventions aux énergies fossiles, sur lesquelles il y a tout de même une marge pour le budget public. Et puis, c'est la mise en œuvre de stratégies et plans, énergie et climat, qui sont adoptés. Les risques, c'est les annulations récentes de crédits, le maintien des subventions aux énergies fossiles et, on l'a dit, les retards dans l'adoption des textes stratégiques. Alors, laissez-moi maintenant introduire les impacts du changement climatique avant d'aller sur la question de l'eau plus en détail. Vous le savez, on a observé en France plus 1,7 degré de réchauffement
depuis 1990. Nous sommes un pays, enfin la métropole, aux latitudes intermédiaires et, si vous voulez, le réchauffement est plus marqué lorsqu'on monte en latitude, lorsqu'on va vers les pôles. Et en fait, l'Europe est le continent dont on peut dire qu'il se réchauffe le plus rapidement aujourd'hui. On a une intensification des extrêmes chauds, une intensification des sécheresses météorologiques mais aussi agricoles, donc des sols secs, et puis une intensification des pluies extrêmes dans certaines régions. Alors je voulais vous montrer une carte du nombre de maisons individuelles qui sont exposées à un aléa de retrait. C'est le problème de retrait-gonflement des argiles. Le total, c'est de l'ordre de 10,5 millions de maisons individuelles. C'est tout de même énorme. Ça montre l'ampleur de ces dommages. Ce n'est pas exactement si on a des chiffres pour les industries, pour les entreprises, mais il y a certainement également de nombreux dommages. Un autre enjeu, c'est le recul du trait de côte, évidemment. C'est un recul qu'on observe tout le long du littoral atlantique, mais aussi méditerranéen, qui est plus ou moins marqué selon les régions, avec des risques. Et ces risques, il faut dire que nous n'avons pas complètement les outils pour les compenser. Par exemple, on parle évidemment dans ce domaine du fonds Barnier, qui est un fonds qui a été pionnier dans les mesures de compensation des acteurs en cas de risque majeur. Mais par exemple, il ne prend pas en compte l'érosion sur des côtes sableuses, qui est jugée plus graduelle, si vous voulez, et donc peut-être menaçant moins directement les habitants. Donc il y a beaucoup de progrès à faire, et surtout, il faut passer de situations où on compense les dommages lorsqu'ils sont constatés à des situations où on anticipe, on est dans la prévention, et du coup, on limite les risques et on limite l'ampleur des dommages et l'ampleur des compensations par les assurances. Vous savez que le secteur des assurances dit lui-même qu'il ne sera pas en mesure de faire face à l'augmentation du risque climatique. L'assurabilité est vraiment en cause. Le troisième point, ce sont bien sûr les risques d'inondation. Malheureusement, c'est là qu'il y a le plus de morts, de mortalité sous l'effet d'un choc climatique qui est vraiment une catastrophe. Et il y a également des dommages aux infrastructures qui sont considérables. Tous ces risques vont en réalité s'amplifier. Nous pouvons dire qu'en termes de décès, j'y faisais référence, il y a eu en 2022 3000 décès qui étaient liés directement aux canicules. Probablement, c'est une estimation assez basse. Probablement, c'est plus que ça, c'est assez difficile à analyser. 11 milliards d'euros de coûts liés aux aléas climatiques pour les seuls dommages assurés. Et beaucoup de dommages ne sont pas assurés en réalité. Donc tous ces effets s'aggraveront. Ils vont, ça a été chiffré par la Cour des comptes, réduire le produit intérieur brut. Ils vont avoir des effets dramatiques pour les populations les plus exposées. Donc nous avons vraiment besoin de protéger les populations, de protéger les entreprises des risques du changement climatique. Alors, évidemment, ça passe par des politiques d'adaptation. Ces politiques, elles devront être d'autant plus fortes que nous ne contrôlerons pas le réchauffement. Si nous n'investissons pas dans la neutralité carbone, le réchauffement va s'emballer, les dommages vont s'emballer et on n'arrivera pas à y faire face avec les politiques d'adaptation. Et déjà, en 2022-2023, nous avons touché ce que nous appelons des limites d'adaptation. Par exemple, il y a des communes pour lesquelles il n'y avait plus d'accès direct à l'eau, il fallait passer par des camions, etc. Regardez ce qui s'est passé dans les Pyrénées-Orientales, enfin ça a été tout de même vraiment dramatique. Les luttes contre les feux de végétation n'ont pas permis de sauver tous les biens, donc on est vraiment dans des limites d'ores et déjà. Nous saluons un effort de clarification qui a été l'adoption de la trajectoire de référence qui s'appelle la TRAC pour le réchauffement, qui estime que l'on pourrait atteindre, toutes choses égales par ailleurs, si on peut dire, plus 4 degrés d'ici à 2100 en métropole. Pourquoi ? Parce que si on ne modifie pas plus qu'aujourd'hui les émissions mondiales, eh bien, on serait à plus 3 degrés au niveau mondial et vraisemblablement plus 4 degrés en France. Donc c'est bien cette trajectoire d'adaptation, cette trajectoire de risque sur laquelle il faut fonder à la fois les politiques d'adaptation et leur lien avec les politiques de neutralité carbone. C'est ce qu'on attend du prochain plan national. Alors je vois que le temps passe, j'en viens bien sûr à la question de l'eau. Alors vous connaissez très certainement les grands chiffres. La France reçoit entre pluie et neige environ 500 milliards de mètres cubes. On a 60% d'évapotranspiration, donc l'eau renouvelable c'est 40%, c'est à peu près 200 milliards de mètres cubes. Il y a des transferts, mais assez marginaux vers les autres pays. Je parle encore une fois uniquement de la métropole. Ces transferts vers d'autres pays, c'est de l'ordre de 11 à 18 milliards. Ce qui est important, c'est que nous avons observé une réduction de 14% de la quantité annuelle moyenne d'eau renouvelable entre les années 90-2000 et les années 2002-2018.
Donc on a vraiment, du fait de l'augmentation de l'évapotranspiration avec le réchauffement, une réduction de la ressource telle qu'on peut l'utiliser. Cela s'accompagne bien sûr de l'accentuation du cycle de l'eau avec les sécheresses, les inondations. Donc l'évaluation multimodèle des débits futurs qui a été faite avec Explore 2, qui est un exercice important, montre que les débits d'étiage vont être réduits, le niveau des aquifères en été va être certainement réduit, donc toute la ressource en eau en été va être réduite sur pratiquement l'ensemble du territoire métropolitain. En hiver, la situation est beaucoup plus variable. Il y a des zones où on pourrait avoir un débit hivernal moyen en augmentation, mais ça n'est pas le cas sur la façade méditerranéenne d'après les projections. Donc cette intensification du cycle de l'eau, de sa variabilité, peut aussi avoir des effets en cascade. Il faut être conscient que la France est exposée à un certain risque de désertification, dans le sens où, à partir du moment où vous avez des pluies très irrégulières, vous avez une végétation qui peut se dégrader avec les sécheresses, les incendies, ainsi de suite. Le sol lui-même, qui dépend de la végétation pour sa matière organique, va être un moins bon réservoir parce qu'il y aura moins de matière organique dans les sols. Et à partir de là, le stockage de l'eau et l'eau renouvelable baisse. En même temps, on a la fonte des glaciers. Les glaciers, c'est évidemment un réservoir important en termes de stockage et de régulation. Ça ralentit en fait les précipitations extrêmes qui arrivent ensuite dans les cours d'eau. Et tout ça dans un contexte où on prévoit une augmentation de l'usage de la ressource et donc des conflits d'usage. Alors malheureusement, les conflits d'usage, ils sont déjà très visibles. Vous le savez, entre l'irrigation et puis la protection des hydrosystèmes, il y a des véritables conflits qu'on ne sait pas forcément très bien résoudre. Mais il y a aussi la production industrielle, il y a l'hydroélectricité, il y a les usages domestiques. À titre d'exemple, vous voyez, ça c'est intéressant quand on regarde les conflits potentiels entre l'objectif de neutralité carbone et l'objectif d'adaptation. Eh bien, on parle de capture de CO2, d'usage du CO2, mais il faut savoir que ces procédés industriels demandent de l'eau, de 2 à 4 mètres cubes d'eau par tonne de CO2 capturée. Donc, voilà un exemple où, en fait, il y a des tensions supplémentaires. On veut introduire de la décarbonation, recapturer le CO2. Encore faudrait-il avoir suffisamment d'eau pour le faire. Voilà, donc je boucle un petit peu ce tour d'horizon par quelques réflexions sur l'adaptation. Alors, je connais nettement moins bien le secteur industriel, je vais parler plutôt des paysages ruraux, pour vous dire que nous avons dans ces paysages beaucoup d'options. On peut substituer des cultures par des plantes qui sont moins gourmandes en eau, comme le sorgho. On peut diversifier à l'échelle de la parcelle, de l'exploitation ou du paysage. Ça, c'est une manière d'avoir une meilleure transition agroécologique et un effet d'assurance par rapport aux extrêmes climatiques. Et puis, je pense que c'est très important, il faut vraiment qu'on favorise le stockage et l'infiltration de l'eau, en régénérant les sols, en régénérant donc les couverts végétaux, et en ayant, si possible, des dispositifs qui freinent l'érosion, qui freinent le ruissellement, qui facilitent la percolation. Donc on peut regagner. C'est difficile à dire, ça dépend beaucoup des contextes locaux. Certains pensent qu'on peut regagner jusqu'à 10% d'eau renouvelable avec ce genre de pratique. Donc c'est tout de même, je pense, important pour l'avenir. Voilà. Et enfin, vous rappelez bien sûr qu'il y a des plans dédiés. Il y a notamment un plan d'action nationale qui est consacré à la gestion résiliente et concertée de l'eau, dont je vous invite à regarder les mesures, vous les connaissez certainement. Ce plan, finalement, il entend répondre au triple défi du changement climatique, de la pollution et de la perte de biodiversité. C'est déjà beaucoup, évidemment. Il passe beaucoup par la sobriété des usages et l'optimisation de la disponibilité. Donc finalement, voilà le jeu de contraintes, je crois, dans lequel vos activités industrielles se placent. Certains d'entre vous sont dans le secteur de l'eau, donc vous êtes des acteurs directs. D'autres sont sans doute des consommateurs d'eau. Et voilà donc ce réseau de contraintes dans lequel vous êtes et qui, malheureusement, va s'accentuer. Donc il faudra des efforts concertés de tous les acteurs, si possible ensemble, pour faire face au changement climatique. Merci. Merci infiniment pour cette belle ouverture.